Bonjour à tous et bienvenue au sein de ce nouveau concept du groupe Omnes Education, Behind the Scenes et le rendez-vous des étudiants. Écoutez, discutez, questionnez, c'est peut-être aujourd'hui que vous verrez votre nouveau métier. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Boris Gratini. Bonjour. Enchanté. Permettez-moi de vous présenter aux auditeurs en faisant une synthèse rapide de votre parcours, bien que cet exercice soit assez difficile. Vous êtes diplômé de l'école du groupe INSEC, grande école. Vous avez commencé votre carrière en tant qu'acheteur en cosmétique pour les grands groupes Printemps. Puis vous avez développé Black Up en tant que directeur général associé. Vous avez ensuite pris en tant que directeur général By Terry Deborah France. Et puis vous avez organisé et dirigé le groupe Gad Eden, qui distribuera les marques du groupe Deborah France, ainsi que Begin Makeup et la licence Hello Kitty. En 2013, avec Lilian Monnier, vous créez votre entreprise Nalmatic, qui est une marque de cosmétiques innovante et responsable, qui est présente dans une quarantaine de pays, et je crois savoir qu'elle réalise son chiffre d'affaires majoritairement à l'étranger. Est-ce que, Monsieur Boris Gratini, vous pouvez, en quelques mots ou en quelques chiffres, compléter cette introduction? Oui. Simplement, j'ai 50 ans, 25 ans à peu près maintenant dans les cosmétiques, puisque je suis tombé dedans et ça fait 25 ans que je suis dans cet univers. Une douzaine d'années en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc tout ça a passé très vite, mais quasiment déjà une demi-vie dans cet univers-là. Bien, merci. Durant 30 minutes, nous allons vous interviewer, donc, dans un premier temps avec Marc et moi-même sur le plateau, et dans un deuxième temps, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Alors, moi, M. Gratini, j'aurais une première question. Vous venez de le dire, ça fait 12 ans déjà que vous êtes entrepreneur. Vous en êtes à votre deuxième projet. Donc, je pense que vous commencez à maîtriser un petit peu l'art de l'entrepreneuriat. Et la question que j'aurais à vous poser, c'est quelles sont les compétences, selon vous, les aptitudes qu'il faut développer pour réussir dans l'entrepreneuriat? Je dirais vraiment, c'est il y a une partie, c'est l'envie qui est importante, et puis d'avoir toujours c'est difficile, c'est un travail de tous les jours d'être entrepreneur. Donc en effet, il faut vraiment apprendre à redémarrer, à trouver l'énergie chaque jour, de continuer, et en effet de résister aux obstacles, de résister aux peurs, et ça vraiment, je pense que ce côté très faut être décidé et pas laisser tomber, quoi. Ça, c'est vraiment une des qualités pour moi les plus importantes. Avoir une motivation constante, ouais, ça... il faut toujours la retrouver, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, on est face à des difficultés, mais en effet, il faut retrouver chaque jour cette motivation. Je pense qu'il est aussi très important, c'est d'avoir l'objectif, c'est de se dire, bon, où est-ce qu'on veut arriver, et de pas baisser les bras, quoi. En effet, parce que c'est normal, et on rencontre des difficultés sans arrêt dans le projet, et c'est jamais fini, mais de repartir chaque jour en se disant, bon, allez, hop, c'était un jour sans, mais demain, ça sera mieux et je repars. D'accord, merci beaucoup. Le domaine de la distribution sélective est un secteur très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire pourquoi? Alors, c'est une vraie spécificité, française, même si on trouve aussi ce modèle-là dans d'autres pays. Ce contrat de distribution sélective, c'est un contrat qui permet qu'on utilise beaucoup dans le luxe ou dans les sociétés qui conditionne la vente d'un produit lié à un conseil. Ce qu'on a par exemple sur certaines marques en dermocosmétique parce que il faut la présence d'un pharmacien pour vendre cette marque. C'est une façon pour des marques un petit peu de se protéger, hein. Tout ça est bien régulé, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un certain nombre de critères qui doivent être des critères clairement définis, non discriminatoires. Donc par exemple, ça va être la qualité d'un emplacement, ça va être justement la qualité d'un personnel de vente, ça va être un certain nombre de critères qui doivent être des critères objectifs qui sont définis, qui vous permettent justement de ne pas distribuer votre produit dans l'ensemble de la distribution par rapport à la non-concurrence, mais vous êtes habilité à ce moment-là à ne vendre que dans un réseau spécialisé, ce que fait aujourd'hui le luxe pour éviter tout simplement de vendre aussi leurs produits dans des réseaux qui pourraient être plus mass market, etc. C'est un mode de distribution, enfin en tout cas qui est utilisé surtout par des marques qui ont en effet un souci de sélectivité. Et quelles sont les particularités du secteur de la cosmétique aujourd'hui? Quelles sont les grandes tendances?
Alors, la particularité des cosmétiques, le marché des cosmétiques, justement, il y en a une partie qu'on appelle le sélectif, qui est souvent liée plus au contrat de distribution sélectif, mais vous avez aussi une grosse partie qui est le mass market. Aujourd'hui, on va trouver aussi la cosmétique dans la partie GMS. Et puis, vous avez aussi pharmacie, parapharmacie. Donc, en effet, il y a déjà cette différence-là. Dans les spécificités, alors je dirais chaque marché a un petit peu ses spécificités. Au global, quand même, on retrouve une tendance générale aujourd'hui de ce qu'on appelle un petit peu la clean beauty. C'est quand même cette tendance aujourd'hui à avoir plus de naturalité ou en tout cas une sorte de certification. Alors si elle n'est pas certifiée, il y a aujourd'hui un certain nombre de certifications comme Cosmos ou d'autres qui permettent en effet de pouvoir apporter une certification supplémentaire. Mais la plupart des produits ne sont pas certifiés, mais beaucoup de gens aujourd'hui annoncent la naturalité. Tout ça a été accentué aussi par des applications peut-être que vous connaissez comme Yuka, qui permettent en effet aux gens d'être mieux informés et de pouvoir choisir leurs produits aussi en fonction de la note qu'on va leur attribuer. C'est pour la plupart des consommateurs, c'est dur de lire ou de décrypter une ingredient list. Et donc c'est pour ça. Mais il y a une grosse tendance aujourd'hui, c'est sûr, à ce qu'on appelle à cette famille de la clean beauty, ou en tout cas d'une beauté plus responsable et plus naturelle. Et quels sont justement les impacts du digital sur cette distribution sélective? Alors, elle a pas automatiquement sur l'impact de la distribution sélective, mais ce qu'a apporté le digital, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des DNVB, Digital Native Brand, etc. C'est que là, pour le coup, ça a apporté que le digital a permis à plein de marques de pouvoir exister. Parce que pour la plupart des marques aujourd'hui, elles sont déjà souvent digital natives avant de devenir en fait distribuées dans le reste du réseau. Mais le digital permis quand même à des marques, surtout sur une jeune génération qui est assez habile à utiliser le téléphone de façon très très naturelle. Donc en fait, ils incarnent les marques. Il y a des créateurs qui arrivent à incarner les marques et puis surtout, on sait aujourd'hui que le story dans les marques est très important. Donc en fait, c'est des marques qui sont très incarnées et qui racontent des histoires. Donc très souvent, en fait, ces marques-là, elles vont commencer à se créer une communauté. Elles vont peut-être vendre uniquement sur Internet ou en tout cas par leur propre site dans un premier temps pour se diffuser dans d'autres sites après. Ou alors, on a aussi aujourd'hui d'autres phénomènes, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà une communauté ou qui sont des influenceurs qui eux-mêmes deviennent à un moment donné créateurs de marque. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit quand j'ai un réseau d'influence à la Kardashian, en fait, ils pourraient lancer quasiment n'importe quoi. Derrière, ça veut dire qu'en effet, ils ont une telle puissance qu'ils peuvent proposer à leur communauté qu'on a ça. Il y a plein d'exemples en cosmétique de gens qui avaient déjà une communauté, qui ont lancé après une gamme de cosmétiques. Donc en effet, le digital a quand même redistribué beaucoup les cartes. Mais il y a quand même un point très important, c'est que tous les exemples nous montrent aujourd'hui que le modèle du digital native ne suffit plus et on revient quand même beaucoup au cross-selling, c'est-à-dire qu'en gros, digital plus distribution physique. Très bien. Une question peut-être qui intéressera nos auditeurs. Quelles sont les compétences et les aptitudes qui, selon vous, feront la différence demain dans ce domaine? Les aptitudes, je pense qu'après, c'est le côté innovant, création. Il y a quand même dans l'univers de la cosmétique, il y a une complexité d'entrée. C'est comme souvent on parle... il y a des catégories, il y a des univers plus difficiles, le hardware, parce qu'en fait, il y a des coûts d'entrée. La spécificité, un peu comme dans la santé, parce qu'on n'est pas très loin de l'univers de la santé et de la cosmétique, c'est toute la partie réglementaire. Il y a une partie réglementaire qui est quand même très très importante. La réglementation européenne sur les cosmétiques est une des réglementations les plus exigeantes du monde. Donc ça veut dire que on lance pas un produit de cosmétique comme ça. Il y a des enregistrements, il y a des dépôts, il y a des tests obligatoires, il y a une réglementation, il y a des obligations. Donc ça, c'est un premier frein à l'entrée. C'est pas un frein qui est insurmontable. Simplement, à un moment donné, on s'appuie sur des toxicologues, on s'appuie sur des pharmaciens, on s'appuie sur des gens qui sont spécialisés du réglementaire. Donc ça peut être un des freins à l'entrée. Et le deuxième, c'est qu'en effet, il y a tout un aspect aussi formulation. Alors soit qu'on peut faire en sous-traitance et on va chercher des gens, mais c'est vrai que quand on va être vraiment pour le coup dans l'innovation, mieux vaut peut-être avoir été biologiste ou même formulateur pour pouvoir formuler, ou alors on va faire appel à des compétences. C'est vraiment un univers qui fait appel à des compétences multiples. C'est-à-dire si je suis un marketeur, je vais pouvoir créer une marque, mais je vais aller chercher ces compétences ailleurs. Très bien.
Vous avez parlé beaucoup de la clean beauty, de Yuka. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, la majorité des produits chez Nelmatic étaient made in France et vegan. J'ai l'impression que vous avez fait très peu de compromis en fait, dans le développement de cette marque, sur le sourcing et la qualité de vos produits. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important et possible de vraiment respecter ces idéaux en lançant un projet et d'en faire un minimum de compromis? Je crois que c'est possible, mais surtout, en fait, c'est quand on lance un projet comme celui-ci, quand moi j'ai lancé ce projet-là, j'avais envie, parce que j'ai toujours été assez libre et indépendant dans les jobs que j'ai eu auparavant, parce que j'étais DG de business unit, toutes choses comme ça. Donc, j'avais des reportings à un groupe, mais malgré tout, j'avais mes équipes, j'avais ma société, mes bureaux. La main sur ce que vous faisiez. Voilà, donc j'avais quand même la main sur ce que je faisais. Mais malgré tout, à la fin, c'était pas ma boîte, c'était pas mon capital. Et quand on me demandait, j'avais beau essayer d'imposer, ou en tout cas de l'idée des idées, et de dire, bah voilà, je pense que ça c'est bien. La plupart du temps, je pouvais le faire, ou j'arrivais à le faire. Mais il y a un moment donné, c'était pas ma société, et donc si au-dessus de moi, en l'occurrence, j'ai souvent travaillé dans des boîtes qui étaient des sociétés familiales. Si vous avez le propriétaire qui décide de faire un autre choix, bon, bah, vous êtes là pour l'appliquer, vous êtes quand même payé pour ça. Et donc, quand j'ai créé Nelmatic, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu repartir de zéro sur un projet, je me dis là, le luxe que je veux m'offrir sur ce projet-là, c'est de dire qu'en effet, je ne dérogerai pas des objectifs que je vais me fixer. Donc, je voulais faire un projet avec un bilan. Alors, j'avais cette prise de conscience, hein, ça fait 10 ans, j'étais pas du tout le premier à l'avoir, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont eu avant moi, mais de se dire, on a une responsabilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, et cette responsabilité, moi je pense qu'on a une responsabilité en tant que citoyen, parce que tout dépend ce que vous achetez. Si vous regardez les étiquettes, vous évitez d'acheter des produits made in China. Il suffit pas de faire, enfin il n'y a pas besoin que le bilan carbone d'un produit soit étiqueté sur le produit pour comprendre qu'il y ait des bilans qui soient meilleurs que d'autres. Il y a des parties invisibles. D'où le Made in France qui revient, etc. Mais c'était un peu au début du Made in, plutôt on revient au Made in local ou au Made in France. Mais il y avait la possibilité, c'est difficile de faire du Made in France. Il faut qu'il y ait le tissu industriel pour pouvoir le faire. Bon, en l'occurrence, en cosmétique, le marché français est un marché très très fort. C'est le plus gros exportateur de cosmétiques. Donc, il y a un vrai savoir-faire en France en cosmétique. On peut fabriquer des cosmétiques en France. Et en l'occurrence, sur le vernis à ongles, le plus grand et le plus beau fabricant mondial est français. Donc, la question ne pouvait pas se poser autrement. Puis après, toute la démarche a été en effet de se dire, mais où est-ce que je fais mon packaging? Parce que là devient d'autres. Donc on met le packaging à côté de l'usine et on fait combien de kilomètres? Et en fait, ça devient une gymnastique. Et c'est vachement intéressant comme travail parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous lancez un produit, vous intégrez cette notion-là. On le fabrique où? Comment? Combien de kilomètres il va faire? Mais non, avec l'idée de créer un bilan carbone qui soit nous, on achète 0 packaging en Asie, par exemple, alors que la plupart des packaging viennent d'Asie. Mais quand vous avez vu votre container, alors aujourd'hui, nous, on le regrette pas, hein, je vais vous dire, on n'a pas de problème de fabrication. Pour beaucoup de gens qui fabriquent ou qui sourcent en Asie, ça devient un vrai problème parce que là, on est à 3-4 mois de délai et le coût du container a triplé. Hein. Donc, voilà, ça, c'était une démarche au début qui était une démarche de responsabilité. Mais aussi une démarche parce que quand on crée un concept comme ça, moi ce que je dis vraiment en tant qu'entrepreneur, ce qui m'importe c'est de pouvoir me regarder dans la glace le matin et de me dire est-ce que je suis droit dans mes bottes. Tout n'est pas parfait. Hein. D'ailleurs dans notre position on dit on n'est pas parfait, on essaie de s'améliorer chaque jour. Mais c'était important, enfin en tout cas pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est très très important de me dire que je me sens aligné quoi. Quand on est salarié, on peut pas toujours, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on quitte des boîtes parce qu'à un moment donné on n'est pas aligné. Mais dans sa propre boîte, si on n'est pas aligné, ça devient un problème. Je suppose que ça participe à la motivation qu'on parlait tout à l'heure. De la liberté et de la motivation que vous trouvez. Hein. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est toute une partie aussi de sacrifice, d'emmerde, etc. Mais c'est aussi tous ces avantages-là. Et il y a un moment donné, dans la balance, qu'est-ce qui prend le dessus? Je sais que moi, ce sentiment de liberté, il n'a pas de prix. On parlait d'impact carbone, justement. Est-ce que vous avez été capable de chiffrer l'impact carbone Alors on essaye, mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait les règles sont mais nous on part d'un système assez simple
qui est, on sait, le ferroviaire par exemple, en effet, est moins créateur de carbone. Donc aujourd'hui, quand on fait venir certains cartons de Pologne, on les fait pas venir par un camion, mais on les fait venir par le train. Donc en fait, c'est juste une démarche à chaque fois, sans venir à calculer. C'est une question de bon sens. Et puis d'éviter de mettre 500 km entre chaque sous-traitant, essayer de mettre son stock. Enfin, c'est toute cette démarche-là qu'on chiffre pas, mais on s'est fixé un certain nombre de règles et on est incapable aujourd'hui de te mettre exactement le bilan carbone sur un produit en disant voilà le bilan carbone de ce. D'ailleurs, je pense que c'est très difficile à faire. Par contre, de bon sens, on essaye de faire que le produit fait pas le tour de la Terre avant d'être livré chez le client. Ça fait sens. Et vous avez parlé du Yuka aussi. Est-ce que vraiment quand vous construisez vos produits, je sais qu'il y a des marques qui le font, qui essayent d'atteindre un score précis sur Yuka avant de lancer le produit? Oui, alors on ne fait pas en fonction du Yuka. En fait, c'est ce qu'on écrit un peu alors, les gens l'appellent de façon un peu différente, les worst list, les blacklist ou les choses comme ça. C'est-à-dire, on va définir, nous, un cahier des charges quand on va travailler sur un produit, de produits aujourd'hui qu'on ne veut plus. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, alors on travaille beaucoup avec un toxicologue parce que il y a à la fois ce que la presse va vous dire, mais enfin, il faut avoir un avis qui soit un avis éclairé et de se dire qu'est-ce qui est. Je donne un exemple aujourd'hui des conservateurs. Les conservateurs sont complètement décriés. Mais alors, on en remplace un par un autre jusqu'à ce que l'autre soit décrié, etc. Donc là, c'est important. Je pense qu'il faut être droit dans ses bottes. Il y a des décisions. Il faut dire à un moment donné, je mets ce produit. Mais par contre, moi je pense que l'important, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas essayer de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre que ce qu'on fait ou de ce qui est vraiment, de ce qui est dans son produit. Ben, il y a un moment, il faut assumer. Si je mets un conseil, nous, par exemple, sur l'enfant et sur les vernis à base d'eau, le travail qu'on a fait avec le toxicologue et le dermato, on s'est dit il fallait mieux qu'il y ait un bon conservateur dans ce produit qui peut être mis dans la bouche, etc., qu'un conservateur. Donc, et après, on arbitre et on se dit en conscience. Alors moi, j'ai un truc, on se le dit souvent sur l'enfant, même au marketing, c'est de dire bah, écoutez, faisons nos produits, on le fait pour nos enfants, nos propres enfants. Qu'est-ce que tu ferais pour ton propre enfant? Bah, fais-le avec amour, avec le cœur, comme si tu faisais un gâteau à ton enfant, comme si tu faisais un produit pour ton enfant. Bah, est-ce que ça, tu lui donnerais? Oui, bah, ça, je lui donnerais. Donc, dans ce cas-là, voilà, pour moi, c'est le meilleur des critères, c'est de le faire comme si on le faisait pour ses propres enfants. D'accord. C'est vrai que oui, c'est vrai quand on arrive sur votre site, c'est rassurant de voir que les produits sont présentés de manière rassurante. On se voit l'utiliser même au niveau de la toxicité, on comprend qu'en fait ils sont assez sains. Donc je comprends la démarche. J'avais une dernière question pour vous. Au niveau des échecs, vous parlez, je vous ai vu dans des interviews précédentes, parler de l'importance de l'échec. Je voudrais savoir, peut-être que vous nous partagiez un petit peu un de vos échecs les plus formateurs et nous expliquer qu'est-ce que vous avez appris à travers cet échec. Alors moi, je me suis toujours, c'est vrai que ça revient souvent parce c'est pas français l'échec. Alors les Américains ou c'est plus anglo-saxon, je pense vraiment qu'on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Ça vraiment, j'en suis persuadé. Et je le dis souvent à mes collaborateurs, je dis on a le droit de se planter. Par contre, on n'a pas le droit de recommencer. C'est-à-dire qu'en gros, on apprend de ses échecs. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, je veux dire, innover, prendre des risques. S'il y avait une recette toute faite, bon, on prendrait la recette toute faite, mais elle n'existe pas la recette toute faite. Ou alors, elle peut exister dans je fais une copie, je l'améliore, etc. Mais si on veut innover, il n'y a pas de recette toute faite. Donc, on a le droit de se planter. Ça, c'est impératif parce qu'en fait, je pense que si on ne se donne pas ce droit, on n'innove pas. Enfin, ou en tout cas, on ne pousse pas un peu les curseurs, on dit oh là là, c'est risqué. Oui, on a le droit de prendre des risques. Et il faut en prendre. C'est aussi comme ça que la plupart des gens ont fait des succès, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris des risques. Alors il y en a plein, mais je pourrais en prendre un qui est, moi je crois beaucoup de toute cette partie qui était cette tendance un peu du do-it-yourself sur laquelle j'ai voulu à un moment donné qu'on innove, et on a créé un projet qui s'appelait Nelmatic Lab pour fabriquer ses couleurs soi-même. Moi je trouvais que c'était un boulot de dingue parce qu'en créa il a fallu retravailler sur des associations de couleurs. On a fait jusqu'à 1200 recettes. Il y avait 1200 recettes pour proposer des couleurs. On avait fait un site internet spécifique à ça, avec un moteur de recherche, avec un algo, enfin, etc. Enfin, c'était un truc de fou.
Et on n'a pas su faire émerger. C'était trop compliqué. On n'a pas su faire émerger ce projet. En tout cas, sur le digital, ça fonctionnait pas. On a su le faire fonctionner un peu plus en événementiel. Parce que là, pour le coup, en événementiel, ça fonctionnait très bien et les gens adoraient. Et on l'a finalement fini par le dupliquer dans des coffrets un peu tout faits, sur des thématiques, genre je veux faire des coffrets rouges, je veux faire des coffrets roses, je veux faire des coffrets métalliques. Mais on a dû le simplifier et le projet était trop ambitieux. Voilà, il y a un moment, par contre, il faut savoir arrêter le feu. C'est-à-dire se dire, ça prend pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, il y a un moment donné, on désinvestit sur ce projet, on passe à autre chose. Mais moi, je pense souvent à des gens que je connais ou créateurs, par exemple, des créateurs à vente privée, par exemple, ou des choses comme ça. Vente privée, pendant 4-5 ans, ils se sont demandé encore les dernières années s'ils allaient continuer parce que ça ne fonctionnait pas, quoi. Jusqu'à une année où arrivait en fait le haut débit et tout ça, et c'est parti à une vitesse, mais ils étaient en avance. Et pendant 3-4 ans, chaque année, ils disaient non mais il faut arrêter, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Alors ils avaient un autre métier, c'était des stockers, donc ils faisaient leur business avec autre chose. Mais la partie web, ça fonctionnait pas, quoi. La partie vente sur web, de vente de déstockage ou de choses comme ça, jusqu'au moment donné où le haut débit arrive, il commence à créer une communauté, le truc est parti, et voilà. Donc c'est pour ça, en même temps, on apprend de ses échecs. Des fois, il faut être aussi patient. Mais il faut savoir aussi arrêter le feu quand à un moment donné, un projet fonctionne pas. C'est peut-être trop tôt, faudra peut-être y revenir à un moment, peut-être autrement, voilà. Et là, c'est vrai que je repense, on retravaille sur des projets où il y a des gens qui me posent la question de choses sur le sur-mesure. J'y crois beaucoup, sur-mesure. Je trouve ça intéressant. On est une génération, la personnalisation, le sur-mesure, c'est intéressant, surtout sur le luxe. Mais c'est pas si évident à mettre en place. Eh bien, merci pour ces éléments de réponse. On va à présent passer au chat. Première question qui nous a été posée, monsieur Boris Grattini. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ces études pour développer ses compétences ou se préparer à la vie d'après? Alors, quelles compétences par rapport au cosmétique ou le côté entrepreneuriat Je pense que c'est côté entrepreneuriat, je pense. Moi, je crois que l'école de commerce, c'est une bonne base pour l'entrepreneuriat. Hein. Ça permet, il y a même des gens qui entreprennent, qui n'ont pas fait d'école et qui deviennent des très bons entrepreneurs. Hein. C'est pas. Alors, je pense que l'école de commerce, c'est pas mal parce que ça vous permet au moins d'avoir à peu près des bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une marge, de pouvoir peut-être être à l'aise lors d'une présentation, être un peu plus à l'aise avec un compte d'exploitation. On va vous demander de faire il y a des gens, quand on vous a jamais parlé d'un BFR, d'un machin, d'un truc, bon. Donc vous avez un peu, au moins, des grandes bases de ce qu'est, de monter un petit BP, un business plan. Alors après, vous allez apprendre, parce que quand vous allez vous retrouver face à un financier un jour, ou même à lever des fonds, mais là, vous allez apprendre vitesse grand V, c'est-à-dire que ça sera, c'est l'étape d'après. Mais ce que vous aurez, en fait, vous vous êtes construit une culture générale un petit peu de l'entreprise, et cette culture générale va vous aider. Je pense que c'est suffisant. On peut aller en master de marketing, du luxe, du machin, du truc, on peut aller en truc d'entrepreneuriat, mais moi je crois que l'entrepreneuriat ça s'apprend pas à l'école. Très bien. Et comment se lancer quand on n'a pas de fonds, quand on n'a pas de réseau? Je pense que vraiment, c'est pas le souci aujourd'hui. On est quand même, on a quand même la chance d'être dans des pays où il existe des tonnes de solutions. Des trucs d'aide à la création d'entreprise, mais il y a la banque, il y a la BPI, hein, franchement, il y a plein de solutions. Il y avait les anciens systèmes Oseo, etc., qui étaient d'aide à la création d'entreprise que vous aviez par le biais de votre banque. Alors, le côté symbolique aussi, très souvent, on commence, c'est qu'on fait un peu de ce qu'on appelle de love money, on va trouver, ou en effet. C'est souvent symbolique, mais même si on met 1000 balles ou 2000 balles dans une boîte, c'est de montrer qu'à un moment donné, on est capable de mettre quelque chose. Mais on peut monter une boîte monter un statut de société avec 1500 € de capital, vous montez une société, hein. Donc très honnêtement, je pense que c'est pas. On peut avoir un projet très très ambitieux. Je pense que souvent il faut pouvoir amorcer le projet, et puis après il faut pouvoir aller lever des fonds. Et puis voilà. C'est vrai que vous avez cité la BPI, mais il y a beaucoup d'étudiants qui pensent pas. La BPI quand même aujourd'hui le premier financeur. Plein d'aides. Ouais. Trouver 10-15 000 € d'aide pour démarrer un projet, c'est vraiment pas compliqué. Et je sais que vous avez beaucoup voyagé au cours de votre vie. Est-ce que vous savez quel pays accompagne le plus les entrepreneurs à mener à bien et à développer leurs projets? Franchement, je pense qu'en France, on doit être dans le peloton de tête. Hein. Il y a des aides de partout. Hein. Il n'y a qu'en France, je veux dire,
ne serait-ce pour des gens qui se trouvent, alors souvent la possibilité de monter une boîte, c'est que vous vous retrouvez au chômage aujourd'hui, vous avez quand même 24 mois de chômage devant vous, il y a pas ça partout, hein. Pendant 24 mois, vous avez même chômage avec, vous mettez en option création d'entreprise, et pendant 24 mois, vous touchez votre chômage qui vous permet de monter votre boîte. Enfin, il y a plein de dispositifs, c'est fou quand on commence à regarder le nombre de dispositifs qui existent en France. Il y a les aides à l'export, il y a... Enfin voilà, il y a de l'argent en France, on est dans des pays quand même ultra privilégiés et avec des vrais soutiens aux entreprises. Est-ce qu'il y a des... Tout à l'heure, on parlait avec Marc des échecs. Est-ce qu'il y a des risques qu'aujourd'hui, vous avez pris hier et qu'aujourd'hui, vous ne prendriez plus? Alors moi, il y a un risque que j'ai jamais pris, mais parce que je suis parti aussi dans l'entrepreneuriat un petit peu plus tard. C'est qu'à un moment donné, quand vous allez prendre votre risque, c'est je vais mettre 5 000 euros, je vais mettre 10 000 euros, je vais faire un peu de love money, je vais aller chercher des fonds et il faut savoir où s'arrêter. Parce que moi, ce que j'ai jamais voulu faire, par exemple, c'est que je suis propriétaire de mon appartement, etc. De me dire que le risque d'être entrepreneur, c'est de se retrouver, c'est la double sanction. Et je connais des gens à qui c'est arrivé autour de moi. Vous mettez en caution à peu près parce que vous dites à un moment donné, je peux pas lâcher. Vous mettez à peu près en caution tout ce qui existe autour de vous. Et puis vous vous retrouvez en fait à poil à 50 ans. C'est la sanction suprême et vous repartez complètement à zéro. C'est-à-dire, si ce n'est encore avec de la dette que vous avez payé jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est là où il faut quand même... C'est le risque aussi de l'entrepreneur. Hein. Ce qui fait peur à beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ce qui peut faire... Mais il faut savoir à peu près se limiter, c'est de se dire, OK, je joue 20 000. Après, le reste, il faut que j'aille le financer. Je vais trouver d'autres associés, je vais trouver des financiers ou des choses comme ça. Mais il faut savoir s'arrêter. Plus on est jeune, plus on peut prendre de risques. Parce que finalement, on va pas le prendre sur son capital. Plus on est vieux, plus on va peut-être faire attention de ne pas remettre peut-être tout ce qu'on a construit... tout son capital, en tout cas, à zéro, quoi. C'est vrai qu'on ne peut pas perdre son capital qu'on n'a pas quand on a 20 ans. C'est pour ça que quand on a 20 ans, on a l'énergie, on a à peu près tout. Entreprendre à 40 ans, je l'avais déjà fait avant. Mais moi, je voulais partir d'un projet à zéro parce que comme j'étais DG de boîte depuis longtemps, on me disait, dans les boîtes familiales dans lesquelles j'étais, on me disait souvent, mais toi, Boris, finalement, tu n'as jamais démarré à zéro. Donc, tu dis que tu ferais ceci, cela, mais tu as pas de risque, c'est pas ton capital. Et je trouve que l'expérience de partir de zéro, c'est vraiment intéressant. Je voulais le faire, je voulais pas passer à côté, je l'ai fait. Je serais prêt à repartir sur des projets, mais plus légers. C'est quelque chose d'être entrepreneur. Enfin, je veux dire, c'est aussi une énergie, mais je n'aurais pas voulu passer à côté de cette expérience. Très bien. On va prendre une dernière question du chat avant de clôturer l'interview. Une question qui nous est venue. De quoi êtes-vous le plus fier ? Je sais pas. Non, mais la notion de fierté, etc., je réalise pas ça pour... Je crois que le truc avec lequel je pourrais être à peu près fier, c'est que je suis à peu près aligné, c'est-à-dire qu'en gros, je me sens libre et j'ai fait à peu près tout ce que j'ai toujours eu envie de faire. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait peut-être de mourir sans regret, quoi. C'est ça. J'aimerais pas avoir ce sentiment-là. Sans regret vous avez pu créer... d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, d'avoir été libre, j'ai fait plein de choses, j'ai quitté, j'ai refait, mais j'ai réalisé des choses, ouais. J'aurais pas changé le monde, hein, ça j'en ai bien conscience, mais voilà, j'aurais fait des choses. Il ne vous reste pas des projets que vous n'avez pas encore pu développer, des rêves? Plein, tout le temps. Et c'est le temps qui manque, mais il y en a d'autres que j'ai envie de faire, ouais. Si. J'ai besoin de ça, j'ai vraiment besoin d'avoir toujours un projet d'avance. D'accord. Moi, j'aurais une dernière question à rajouter pour conclure cet entretien. J'aimerais qu'on retourne dans les années 90 et qu'on parle au Boris de la vingtaine qui rentre à l'INSEE Grande École. Qu'est-ce que vous lui auriez soufflé à l'oreille à l'époque comme conseil pour réussir sa vie professionnelle et ses projets? Alors moi, franchement, je sais pas. J'ai pris l'école de commerce parce que je me suis dit c'est le tremplin un peu facile pour se dire ça ouvre le champ des possibles, vous n'êtes pas encore trop spécialisé, etc. Très honnêtement, moi, j'ai passé une scolarité un peu parce que j'ai dû faire mon service militaire, mes parents divorçaient pendant le truc, j'ai dû payer tout. Je suis parti avec 100 000 euros de prêt d'étudiant. Donc ça m'a forgé, hein, parce qu'il fallait, de toute façon, sortir d'école, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille bosser. Donc je crois que ça a été ça, en fait, l'école. Finalement, l'un dans l'autre, c'était un peu un coup de pied dans les fesses que j'ai pris à ce moment-là, mais j'avais pas le choix, il fallait que je bosse. Donc tout de suite, j'ai commencé et puis, il y a un moment donné, je crois que c'est le sens du travail, quoi.
il fallait, j'avais pas le choix. Donc vous l'avez dès le Et début. donc je me suis lancé. Ouais. J'ai levé les peurs assez vite. Je crois que c'est pas avoir peur. Je me suis dit, bah, mais je vais être capable de faire. Maintenant, mais attends, je vais faire. Je rentre au printemps, j'étais acheteur. J'ai été DG, j'avais 31 ans la première fois. Oh là là, DG, est-ce que je me sens capable? Ben, je fais. Et je crois que c'est ça, en fait. C'était vraiment ça, j'ai pas eu peur. J'ai vraiment jamais eu vraiment peur. Et il faut lever les peurs. Ça sert à rien, la peur. Enfin, l'adrénaline, ça peut être bon par moment, hein, il faut en prendre conscience. Mais par contre, il faut avoir confiance en soi, puis il faut avancer, quoi. Et là, moi, en effet, j'avais pas le choix, il fallait que j'avance. Et c'est cette force-là, hein, que j'ai peut-être en moi, cette dynamique, qui m'a permis d'aller de projet en projet et d'avancer. Donc surmonter cette peur, c'est sûrement... Ouais, je pense vraiment, il faut surmonter ses peurs. En tout cas, merci beaucoup. Il est temps de terminer cet entretien. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. On a pu échanger avec vous, c'est très intéressant. Toujours très intéressant de partager le parcours d'un alumni du groupe. On se retrouve du coup très bientôt, le 15 mars prochain, pour un prochain épisode de Behind the Scene avec de nouveaux étudiants et un nouvel alumni du groupe. Et donc le 15 mars prochain, à bientôt sur l'antenne.